un personnage, Jean-Baptiste, qui est combattant volontaire français en Ukraine. C'est très rare d'avoir un combattant français sur notre plateau. Allez-y, Jean-Baptiste, installez-vous à côté de Xavier Titelman. Voilà, votre ami, vous êtes copains. Ah. Il n'est pas là par hasard. Il n'est pas là par hasard. Il a été amené par un bon copain. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir. Voilà, pour vous présenter, on le fera plus complètement tout à l'heure, mais vous êtes combattant français en Ukraine aux côtés des Ukrainiens. Et nous le disions, souvent des combattants français volontaires ont parlé à distance. Je crois que c'est la première fois sur un plateau de télévision français. En tout cas, c'est pas arrivé souvent qu'un combattant est là. Et je précise que vous continuez à vous battre. Vous allez y retourner, c'est bien ça ? Oui, vous avez une petite pause de 2 semaines. C'est ça. Vacances de 2 semaines. Merci d'être là sur la situation en Ukraine, sur le front, sur les tranchées. On va voir certaines images de vous qui témoignent de ce que vous faisiez dans les tranchées il y a encore quelques jours. Mais d'abord, Émilie, la Russie qui montre une capacité d'action et de recrutement. On vous montrait ces images de Vladimir Poutine qui vient de signer un décret pour augmenter les effectifs de son armée, l'armée russe, qui va passer à 2 389 000 personnes, dont 1,5 million de militaires. Regardez ces images qui nous parviennent donc toujours de ce ministère russe de la Défense à Rostov-sur-le-Don. Il a ouvert un bureau de recrutement où des volontaires peuvent s'inscrire pour rejoindre les forces armées qui combattent en ce moment même en Ukraine. On attendait les précisions de la Russie. On en a eu par la voix de Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, qui dit « On n'avait pas le choix, on est menacé ». Cette augmentation est due au nombre de menaces qui pèsent sur notre pays le long du périmètre de nos frontières, mais aussi à l'environnement extrêmement hostile à nos frontières occidentales et à l'instabilité à nos frontières orientales. Cela exige que des mesures appropriées soient prises. Comment expliquer ce qui est en train de se passer ? La Russie réussit, et vous avez des informations parce que vous êtes très proche des services de renseignement en Occident, au pluriel. Et Didier François, sur le degré, effectivement, le nombre de soldats russes qu'ils arrivent à rassembler. Et même, là-dessus, les Ukrainiens aussi ont les mêmes informations. Tout le monde travaille dessus, évidemment. La Russie avait mis comme objectif au début de l'année, pour 2024, une cible au départ de 385 000 recrutés en contract-niki, donc en contractuel, parce qu'ils veulent éviter une mobilisation. Et donc, voilà. Et l'idée était d'avoir un tiers pour créer des nouvelles unités et 2 tiers pour remplacer les pertes, parce qu'ils ont des pertes absolument colossales sur les offensives. 1200 par jour. C'est ça ? C'est ce qu'on dit ? C'est entre 1000, ce sont les estimations ukrainiennes. Pas mort. Ouais. Donc, et ils ont effectivement atteint leurs objectifs pendant les 6 premiers mois. Et puis, ils se sont rendus compte que les pertes montaient. Et donc, ils ont fait un effort supplémentaire récemment, qui a commencé cet été, et avec une volonté de 45 000 recrues supplémentaires. Et ils ont mis vraiment les moyens financiers pour le faire. Donc, ça a commencé avant course, même si derrière, avec course, ils ont d'autres objectifs. Mais énorme moyen, hein. On peut rappeler les chiffres, 52 000 euros juste pour la première année. Oui, alors mais ce qui est énorme en Russie. Enfin, c'est seulement loin de Moscou. À Moscou, c'est 59 000 euros. Ah. Et ils payent 2 600 euros par mois. Vous imaginez, pour un Russe où le salaire moyen sont à peu près même pas 200 euros, ils reçoivent 2 700 euros, 500 euros par mois pour aller combattre, pour aller tuer les Ukrainiens. Et après, bien évidemment, il y a aussi la prime tout de suite, la prime qui vient de fédérale, de l'État, et aussi la prime locale pour les Moscovites, pour ceux qui sont les privilégiés qui ne veulent pas aller mourir. Où trouve-t-il l'argent juste parce que l'économie russe se porte mal. Oui. La Banque centrale russe le disait elle-même, et visiblement, ils ont des réserves. Ils ont encore un peu de réserve parce qu'il y a les pays, je dirais, très sympathiques pour la Russie qui continuent à acheter le pétrole, qui continuent à faire d'autres commerces avec les Russes en entretenant cet effort de la guerre de Poutine. Bien évidemment, les sanctions, même si les sanctions marchent très bien, mais c'est pas assez, il n'y a pas suffisamment de sanctions. Donc aujourd'hui, les Russes peuvent encore le faire, mais ils vont tellement loin qu'ils vont aller chercher de partout. Ils recrutent chez eux, ils recrutent aussi à l'étranger. On voit les gens sur les combattants
combattants de toutes les couleurs en Russie, c'est-à-dire les Noirs sont quand même assez rares dans les plaines russes, vous voyez, donc on les voit quand même sur les champs de bataille. Donc vraiment, c'est les difficultés. Et s'ils commencent Pardon, là, on voit bien, là, il ne faut pas diminuer, hélas pour l'Ukraine, la capacité de recrutement de la Russie. Vous dites, oui, il y a des combattants africains, il y en a peut-être quelques-uns, mais le gros de ces combattants, ce sont bien des combattants russes. Qui, alors, est-ce que c'est par engagement ou pour l'argent, ils vont? Oui, seulement. Xavier Titelman, et on le disait aussi d'ailleurs, Moscou offre une prime de 20 000 € aux soldats qui veulent bien signer ce contrat. C'est considérable. Juste la prime d'engagement, ça représente déjà plus d'un an de salaire moyen, un an et demi de salaire moyen en Russie. Et en fait, ils marchent aussi à la planche à billets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Russie a les poches qui sont quasiment vides, donc ils émettent beaucoup de roubles, donc il y a une inflation très importante, et c'est pour ça qu'ils ont augmenté le taux directeur de la banque à 19% cette semaine, et qu'ils vont encore augmenter. C'est la vraie économie de guerre, c'est-à-dire c'est une course en avant, une fuite en avant, qui est vraiment l'engagement dans la guerre. Et c'est ça qui appauvrit les Russes au quotidien, avec cette masse monétaire qui arrive, et ils sont payés en roubles. C'est-à-dire que moi j'ai des retours aussi indirects de gens qui ont voulu s'engager, des Indiens qui ont été sur place, qui ont été payés en roubles, et personne ne veut échanger leur roubles contre les dollars parce que c'est interdit. La réaction peut-être de Jean-Baptiste, parce que vous êtes ici, vous revenez du front, vous avez affronté les soldats russes, est-ce que vous avez l'écho de cela? Est-ce qu'il y a une inquiétude chez vos camarades de combat ukrainiens? Ce qui nous fait le plus peur, c'est... Les Russes utilisent beaucoup les vagues humaines, utilisent beaucoup... promettent énormément aux soldats, leur promettent de la gloire, de l'argent. Et après, on se retrouve avec des vagues de 50 mecs, 100 mecs. Et ce qui nous fait peur, c'est les avancées sur Pokrovsk. C'est principalement par des vagues humaines. Et on se retrouve avec beaucoup de combattants qui ont très peu de savoir-faire, très peu d'expérience, mais c'est un peu la technique que la Russie utilisait sous l'Union soviétique. Mais ça, vous l'avez vécu, vous-même, vous avez affronté ce type de combattant? Le rouleau compresseur. Ouais. Dans quelles circonstances? Par exemple, on était basé près d'Ivanisk, près de Bakhmut, et généralement, chaque jour, vers midi, les Russes lançaient des vagues entières, des fumigènes et des vagues entières de Russes. Et c'est arrivé parfois qu'ils envoient des Russes sans armes, sans équipement. Sans équipement pour aller se battre contre vous. Mais vous êtes allé sur différents fronts. Vous étiez à Bakhmut, vous nous le disiez, près de Kremina aussi, sur des points très très chauds, où c'était extrêmement dangereux. Finalement, sur place, vous manquez aussi d'effectifs, parce que là, on voit, ce sont les rangs de l'armée russe qui sont en train d'être regonflés. On sait que c'est le nœud de la guerre, ça, le nombre de soldats sur place. C'est ça qui vous a notamment donné envie de vous engager? Oui. Enfin, les soldats ukrainiens en général ont plus d'expérience et l'équipement est généralement meilleur, mais les Russes nous surnombrent. Donc même en ayant un meilleur armement, du meilleur équipement, si derrière c'est un soldat contre 50 soldats, j'ai beaucoup de situations, les soldats se retrouvent juste à court de munitions et doivent reculer parce que tout simplement trop de soldats russes. Mais Jean-Baptiste, expliquez bien, parce qu'on a souvent pensé que c'était des légendes urbaines ou disons une transposition de ce qui se passait pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous dites vraiment que face à vous, vous avez vu arriver des vagues de soldats russes sans armes. Oui. Dans la forêt de Kupiansk, j'ai des amis qui ont défendu une position pendant plusieurs jours. Et sur les images thermiques, on voit des Russes courir sans armes. Et le problème, c'est que même sans armes, ça utilise toutes nos munitions, ça utilise notre artillerie. Et après, derrière, ils peuvent envoyer Wagner, envoyer les ex-Wagner, envoyer des Spetsnaz. Ouais, mais donc, Xavier Titelman, c'est pas une légende. Il y a vraiment des soldats russes qui sont utilisés comme de la chair à canon. Mais on le voit depuis très très longtemps. Et un petit élément supplémentaire que tu m'avais aussi expliqué, c'est qu'ils utilisent des fumigènes en pensant qu'ils vont se cacher derrière ces fumigènes, sauf que JB et les Ukrainiens, étant équipés avec des jumelles de vision nocturne, tu les vois par transparence. Avec la thermique, on voit thermiquement au travers la fumée. Donc là, c'est comme à l'entraînement, on voit des Russes qui courent, mais à force de tirer, les fusils sont chauds, ils sont 12 à défendre une position. Après avoir tué 100 Russes, ils sont obligés de reculer sur la tranchée suivante. Ce témoignage ici de Jean-Baptiste est très important et vraiment, on vous remercie de l'amener parce que ça montre les deux choses. Ça montre d'abord, évidemment, la dureté de cette guerre, mais
la capacité de mobilisation des Russes. Parce qu'on peut regarder ça des deux manières. C'est-à-dire que c'est à la fois une faiblesse de la Russie, c'est très primitif, mais c'est une force, comme vous le disiez, puisque ça marche, dans une certaine mesure, ça marche. C'est bien le problème, c'est le grignotage et le rouleau compresseur. Alors, ils ont quelques unités qui manœuvrent. Oui, bien sûr, il n'y a pas que des hommes sans armes, ça on a compris, mais le fait qu'il y ait tellement d'hommes... Il y a 2 armées russes. En fait, mais c'est ce qu'explique bien Jean-Baptiste, c'est-à-dire qu'ils sacrifient une espèce de chair à canon devant pour user les munitions et affaiblir, attendrir entre guillemets, enfin modeler les positions défensives. Et derrière, une fois qu'il y a l'usure du combat, etc., là, ils envoient des gens retaillés, équipés comme il faut, et surtout avec un appui d'artillerie et un appui de bombes planantes qui est énorme. Il faut savoir que la Russie a à peu près 100 000 bombes planantes ou 120 000 bombes en stock et produit 12 000 capacités. Il y a quelque chose, pardon, je me permets d'insister, il y a quelque chose de vertigineux pour nous, occidentaux de l'Ouest, où la guerre est quelque chose de très vague, où franchement personne n'a très envie de refaire la guerre en Europe de l'Ouest. Mais je crois que les Ukrainiens n'ont pas d'envie non plus. Je sais bien. C'est pour ça qu'il faut se réveiller avant. L'Ukraine, elle était déjà en guerre depuis 2014. Il faut rappeler la Crimée dès 2014. Et on voit un autre monde avec cette Russie qui a une capacité de recrutement collectif et une capacité d'envoyer au front des hommes, même des armées. Oui, et une réalité presque primaire, mais qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a en Russie plus de 3 fois plus d'habitants qu'en Ukraine. Et donc forcément, quand vous avez un pays très peuplé, eh bien, vous avez, même si ça coûte cher, même si c'est de plus en plus difficile, des réserves humaines que n'a pas l'Ukraine. Et ce déséquilibre-là, il joue objectivement en faveur de la Russie. La progression relative des Russes, il faut lire ce que dit le ministère français des armées en disant l'initiative est du côté des Russes. Ça fait partie, disons, des mauvaises nouvelles de la journée pour les Ukrainiens. C'était déjà le communiqué d'hier. Pourquoi cela ? Pourquoi est-ce que les Russes arrivent-ils à avoir l'initiative ? Il y a l'initiative du côté de Russes, peut-être vers Pokrovsk, mais après les autres éléments, les autres endroits du front ne sont pas aussi actifs. Si l'armée française, on peut lire le communiqué de l'armée française, je ne sais pas si on peut l'afficher. C'est l'initiative ukrainienne. Oui, on parle de l'Ukraine. À l'intérieur de l'Ukraine, regardez, on peut le lire ici, s'il apparaît. Voilà, les forces russes poursuivent leur campagne de frappe dans la profondeur sur des cibles militaires, des centres urbains, les infrastructures énergétiques avant l'hiver. Elles conservent l'initiative sur l'ensemble du front. Et comme le rappelle Alain, on parle bien de l'Ukraine, pas de l'offensive de course. La course est en Russie. Mais c'est bien parce qu'ils ont une certaine supériorité numérique et une supériorité logistique encore par rapport aux Ukrainiens. Oui, c'est ce dont parlait Jean-Baptiste à l'instant. Oui, c'est absolument. Parce que quand on parle d'initiative, on parle de liberté d'action. C'est extrêmement grave. Parce que lorsqu'on n'a pas la liberté d'action, on subit. Et ce que vient de nous dire notre camarade, là, c'est que de temps en temps, malgré l'équipement, l'entraînement, l'expérience, eh bien, on subit parce que lorsqu'on n'a plus de munitions, on est bien obligé de reculer. Et donc là, effectivement, ils ont l'initiative parce qu'ils ont la masse, et que n'ont pas les Ukrainiens. Donc ils peuvent varianter leurs efforts. Et on voit bien que l'initiative de course n'a pas complètement, dérangé l'offensive centrale, et ils continuent à progresser. Alors, ils ne sont pas en train de percer. Bien, on n'en est pas encore là, mais ils sont en situation de déséquilibre. Ça, c'est évident. Mais comment expliquer ça ? On a tellement dit l'armée russe est démunie. On a beaucoup dit l'armée russe n'aura plus de missiles. Elle est à court de munitions, elle est à court de missiles, etc. On se rappelle les premières images où effectivement il y a beaucoup d'unités qui n'avaient pas l'air très allantes, des signes de mutinerie. Et aujourd'hui, en dépit de l'effort occidental, il y a eu beaucoup de milliards qui ont été dégagés par les Occidentaux. Malgré tout, la Russie a l'initiative. Malgré tout, Didier François disait de ne pas sous-estimer cette armée russe, justement. Oui. Oui, mais l'idée, c'est que il y a les milliards qui sont donnés, mais c'est pas les milliards qui vont. C'est pas avec l'argent qu'on va aller se battre sur le front. Il faut bien transformer ces milliards en armes et en munitions, et c'est pas toujours le cas parce que beaucoup de milliards vont aussi pour soutenir l'économie ukrainienne qui est quasiment à plat parce que détruite par la guerre. Donc c'est les difficultés, et aussi il ne faut pas oublier que, disons, les actions des Occidentaux ne sont pas aussi efficaces qu'il le faut, et malheureusement aujourd'hui encore, avec les livraisons qui sont quasiment en retard en permanence, avec la demande de formation pour les militaires. Après, donc sûr. tout ça, ça fait que, même si l'armée russe elle est faible, mais elle est maintenue par cet non-effort des Occidentaux pour aider les Ukrainiens. 2 chiffres, qui sont des chiffres ukrainiens, mais qui sont réels parce qu'ils se les prennent sur la figure. C'est au niveau des bombes. En 2024, les bombes planantes larguées, il y en avait 1218 en janvier, il y en a 4103 en août.
Et les drones, ce qu'on appelle les FPV, donc sont les drones kamikazes. En janvier, 4404. En août, 12 939. Donc il y a une capacité aujourd'hui qui a été faite. On voit que depuis 2022, les Russes ont augmenté de 20% à peu près leur capacité de BITD parce qu'ils ont mis l'ensemble du paquet là-dessus. Alors le reste de l'économie en subit l'affaire, mais eux se sont mis en économie de guerre. Entre-temps, les Ukrainiens ont eu 2 problèmes. Un problème de mobilisation qu'ils ont commencé à résoudre, mais un problème où pendant 8 mois, ils n'ont pas reçu les stocks qu'ils devaient avoir, donc ils ont puisé dans les stocks, et les stocks qui avaient été faits pour constituer les nouvelles brigades ont été utilisés pour essayer de tenir la ligne de front. Et donc aujourd'hui, il faut remettre les stocks, et ça arrive de manière trop irrégulière. Et donc le problème qu'ont les Ukrainiens en planification, c'est leur incapacité à savoir combien ils vont avoir de possibilités de tenir les fronts. C'est pour ça qu'ils sont obligés de faire des espèces de manœuvres, y compris courses, qui d'un point de vue militaire, honnêtement, c'est pas la panacée, mais parce qu'il n'y a pas de solution sur les lignes de tranchées. Vous parliez d'un chiffre, on voudrait vous en donner un autre, c'est 1 million de morts ou blessés, chiffre avancé par le Wall Street Journal. Donc ce bilan est donné, voilà, c'est depuis le début de la guerre en Ukraine. Jean-Baptiste, vous ne nous avez pas encore dit. C'est le cumul des 2 camps. Pourquoi? Absolument. On ne sait pas si ce sont les Ukrainiens ou les Russes. C'est dans les 2 camps. Voilà, 1 million de morts ou de blessés depuis le début de cette guerre. Jean-Baptiste, pourquoi est-ce que vous avez voulu vous engager aux côtés des Ukrainiens pour aller combattre les Russes? À la base, j'étais allé en Ukraine comme beaucoup pour aider, parce que c'est un conflit en Europe, un conflit qui est aux portes de la France. Et à la base, j'y suis allé en tant que volontaire humanitaire. Mais après, j'ai été à Irpin, Boutcha, j'ai vu les massacres qui ont été faits. Et un de mes meilleurs amis en Ukraine a été tué il y a environ 1 an. Donc j'ai décidé de prendre les armes et la guerre est devenue beaucoup plus personnelle après ça. Donc vous étiez humanitaire et vous avez pris les armes ensuite. Oui. Et Boutcha a été un déclencheur. Ça a été un des déclencheurs. Boutcha, Irpin, Izium. Et enfin, ça ressemble beaucoup à ce qu'on lit dans les livres d'histoire, ce qu'on voit dans les films, les atrocités que les nazis font. Et en voyant toutes ces atrocités, en comprenant que c'est à quelques milliers de kilomètres de chez nous, c'est compliqué de rester passif face à ça et de juste se tourner et revenir à la maison en se disant oh, ça va passer. Quand vous dites que c'est devenu personnel, qu'est-ce que vous entendez par là? C'est après la première année en Ukraine, j'avais pas mal d'amis, comme une nouvelle famille, des proches là-bas. Et le fait de perdre un ami proche, c'est quand même assez déclencheur. Et maintenant, j'ai ma vie là-bas. Et donc, ça me touche beaucoup plus personnellement. Et vous allez y retourner dans 2 semaines pour continuer à vous battre? Bientôt, oui. On voit les images ici de quand vous êtes dans les tranchées. Expliquez-nous. D'abord, il faut bien préciser, vous êtes un combattant volontaire, donc ce n'est pas l'État français qui vous envoie, parce qu'en Russie, il y a toujours cette propagande qui consiste à dire la France envoie de façon secrète des combattants. Ce n'est pas le cas. Vous êtes tout à fait. C'est votre initiative personnelle. J'ai juste pris un Flixbus pour y aller au début. Ouais. Et à l'arrivée, alors vous êtes parti en Flixbus, et l'arrivée, c'est là dans les tranchées. Qu'est-ce que vous faites dans les tranchées? Alors là-bas, c'était près de Bakhmut. J'étais opérateur Recon principalement. Donc on volait 12 heures par jour. Et les drones, oui. Donc vous télécommandez ces fameux drones. Il y a Xavier Stelman qui traduit à côté. Donc on vole 12 heures par jour ou 12 heures par nuit. Donc on reste 1 semaine dans la tranchée, ensuite 1 semaine à l'arrière. Et ça a été comme ça pendant environ 3 mois. Donc une rotation de 3 mois et d'environ 6 heures du matin jusqu'à 8 heures au soir. On vole non-stop pour essayer de trouver les positions ennemies. Informer de n'importe quel mouvement ennemi et on se coordonne pour l'artillerie, pour les frappes de drones FPV. Donc le risque de mourir, vous l'avez éprouvé directement? Oui, plusieurs fois. Donc on est sous terre dans ce qu'ils appellent les Ukrainiens des blindages. C'est des sortes de bunkers sous terre, des tranchées enterrées, mais on sait tous qu'un tir direct de mortier ou d'artillerie sur la tranchée et généralement, le toit s'affaisse sur les soldats. Et ce qui arrive souvent dans notre ligne d'arbres, une fois d'autres soldats sont arrivés, le gars arrive tout seul et nous dit je suis le seul survivant, c'était à 100 de mètres.
Et aujourd'hui, après 2 ans et demi de guerre, comment est-ce que vous voyez l'issue de ce conflit ? Je pense que c'est compliqué de dire l'issue, mais ce dont je suis sûr, c'est que les Ukrainiens ne s'arrêteront pas et on se battra jusqu'au bout. Pour nous, il n'y a qu'une seule issue possible, c'est la victoire. Et quelque chose que je peux affirmer, c'est que les Ukrainiens ne se rendront pas. Ils se battront jusqu'au bout. Et le moral, notamment avec Koursk, remonte. Et les Ukrainiens y croient toujours après 3 ans de guerre. Un mot encore sur ce qui va suivre. Merci beaucoup de la force de votre témoignage, Jean-Baptiste. On va parler des Occidentaux qui, visiblement, ne sont pas tellement allants. Ils le sont même moins que ce qu'on pensait. Il y a quelques jours, on pensait qu'ils allaient autoriser les missiles à longue distance pour vous appuyer. Ils sont en train de reculer. Est-ce qu'il y a une rancœur, disons, contre les Occidentaux, les autres Occidentaux? Une déception? Il y a toujours une déception, même que ce soit pour les missiles à longue portée, que ce soit pour l'envoi d'équipements, c'est toujours très lent et on nous donne, parfois on nous dit oui, parfois on nous dit non. Et il y a un gros ressenti au niveau ukrainien. Tout le monde pense que si, dès la première année, si on nous avait donné tous les moyens et toutes les autorisations, on aurait pu terminer la guerre dès la première année. Et il y a un énorme ressenti côté ukrainien que la guerre est volontairement, on laisse traîner la guerre. Plus un ras-de-bol qu'autre chose, mais les Ukrainiens tiennent. Parlons-en de ce ras-le-bol, comme vous dites, et effectivement, ça fait écho à l'actualité même des dernières heures, puisque la grande nouvelle, c'est que le Royaume-Uni n'ira pas seul. Beaucoup pensaient que le Royaume-Uni pourrait vous aider en autorisant les missiles à longue distance. Non, visiblement, ils refusent ce pas-là. Oui, c'est ce qu'ils disent. Ils ne feront pas cavalier seul pour autoriser l'Ukraine à utiliser des missiles à longue portée contre des cibles en Russie sans l'accord des États-Unis. Pourquoi ? Eh bien parce que les systèmes de guidage américains, nous disent-ils, sont considérés comme essentiels pour garantir que les missiles atteignent leur cible. Et puis on le rappelle, Didier François, les États-Unis n'ont toujours pas donné leur feu vert pour envoyer de nouvelles armes longue portée pour permettre à l'Ukraine d'aller frapper la Russie directement sur son territoire. De toute manière, ce que nous disent les Américains, particulièrement le responsable du Conseil national de sécurité, qui a encore rencontré tous les alliés il y a 10 jours, c'est qu'il y a peu de chances qu'une décision soit prise avant les élections. De quoi ont-ils peur ? Alors, en fait, de 2 choses. Du point de vue du Conseil de sécurité américain, c'est pas une escalade verticale, c'est pas le risque du nucléaire, c'est pas une demi-seconde que les Russes se joueraient à ça. C'est plutôt un problème d'escalade horizontale, c'est-à-dire le fait que si on va trop loin dans l'aide, enfin si eux vont trop loin dans l'aide, parce que ce qu'on leur demandait dans un premier temps, c'était de donner l'autorisation, ne serait-ce qu'aux Français et aux Anglais, d'utiliser parce qu'il y a des composants américains dans les missiles qui sont donnés aux Ukrainiens, de pouvoir le faire quand même, et ça ouvrirait la voie. Ça va peut-être se faire quand même. Mais la voie à quoi ? À la fait qu'après les Américains, une fois que les stocks seront vides, puissent prendre le relais. Et c'est en discussion et ça ne sera pas avant les élections. Pardon, on a l'impression comme une contradiction. On a entendu beaucoup sur ces plateaux les Ukrainiens et vous à la Poédie dire de toute façon les Russes n'ont pas plus de moyens, donc il n'y a pas aucune peur à avoir. Et là on nous dit ils ont peur d'une réaction horizontale. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire les missiles, par exemple, typiquement les missiles iraniens, qui, de toute évidence, en tout cas du point de vue des Iraniens, du point de vue des Ukrainiens, ne sont pas encore arrivés et ne sont peut-être pas prêts d'arriver. Donc l'idée que, grosso modo, sur une aide occidentale trop importante sur le territoire russe, les Russes aillent aider, par exemple, les Houthis à fermer le canal, le détroit de Bab el-Mandeb et le golfe Persique, est une inquiétude. Donc ils ont quand même peur. Ils ont peur d'une réaction russe. Ils ont peur d'une réaction russe, y compris indirecte. Oui. C'est pas une escalade sur le nucléaire, c'est une escalade sur l'extension de l'escalade. Voilà. C'est comment on maîtrise. Moi, je pense que oui, il y a une crainte occidentale. Ça me paraît évident. Sinon, on aurait fait le nécessaire bien avant et de manière beaucoup plus massive. Donc, au fur et à mesure, on regarde comment ça se passe. On monte d'un cran. Que ça ne réagit pas en face. On monte d'un cran. Mais maintenant, ça fait 2 ans et demi que ça dure. On a quand même l'impression même que c'est pire que ça. Ils ont reculé, puisque quand même
problème. Ils étaient allés très loin. Il y a beaucoup de sources, la presse américaine qui bénéficie de bonne fuite, disaient qu'ils n'étaient pas loin de franchir le saut. Mais maintenant, on est quand même très 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 dépendant des États-Unis. On voit bien avec les Scalp et les Storm Shadow qui sont censés être franco-britanniques qu'en fait, on est dépendant des composants américains qu'ils veuillent bien et de la bonne volonté des Américains de nous permettre de frapper à longue distance ou pas à longue distance. Donc effectivement, c'est quand même eux qui ont la clé, les Américains. Oui, ils ont la clé, mais pourquoi reculent-ils? Pourquoi reculent-ils? C'est la question. Et vous savez, je pense qu'aujourd'hui, il faut dire deux choses. Première chose, c'est que comme disait le président Macron, on est un peu dans l'incertitude stratégique. On ne dit pas clairement non, on dit on n'est pas tout à fait d'accord, on va voir. Donc on est dans l'incertitude totale et c'est tant mieux, je trouve. Maintenant. Oui, mais on ne sait pas. Darius, peut-être ils sont en train d'être livrés ces missiles. On ne sait pas aujourd'hui. Et heureusement, il vaut mieux que ça se fasse, que ça soit annoncé à l'avance. Donc parce que il y avait cette histoire avec les 800 000 obus qui ont été retrouvés par le président tchèque Pavel. Et finalement, les Russes, quand ils ont appris ça, c'était annoncé partout dans tous les journaux. Et les Russes, ils ont commencé à empêcher les livraisons. Donc il y a eu beaucoup de difficultés pour livrer ces obus. Ils les ont déjà. Une partie de ces missiles sont déjà en Ukraine, donc ils aimeraient les utiliser. Non, c'est pas les mêmes missiles. Ceux qui sont en Ukraine, ils peuvent pas être utilisés parce que justement la défense électronique russe les fait dévier. Et on parle de ces missiles où les composantes américaines sont importantes parce que ces composantes-là permettent de dévier la défense. Pourquoi ces réserves? Je pense pour des raisons aussi de politique intérieure. Il y a débat dans l'administration Biden. On sait qu'il y a un Jack Sullivan, par exemple, est extrêmement prudent. Et puis, de la même façon, l'équipe démocrate sait qu'un certain nombre d'Américains sont très réticents par rapport à cette aide. Et plus l'élection de novembre se rapproche, et je pense plus ils seront prudents. De la même façon que vous avez Olaf Scholz en Allemagne, qui est face à une montée de partis radicaux qui sont opposés à la guerre en Ukraine et qui, du coup, a déjà annoncé qu'il baisserait l'aide militaire allemande à l'Ukraine l'année prochaine. Le fameux mot qu'utilise toujours le général Yakovlev en disant les Américains calibrent la guerre. C'est-à-dire ils font ce qu'ils veulent, mais ils ne veulent pas le dépasser un certain seuil et surtout ils ne veulent pas l'effondrement de la Russie, en réalité. Et on posait la question de quoi ils ont peur de leur ombre. Il n'y a absolument aucune ligne rouge qui a posé le moindre problème une fois qu'elle a été franchie. À chaque fois qu'on a fourni du matériel terrestre, de mêlée, des missiles longue portée, il n'y a jamais eu de problème. Quand les Russes ont subi les attaques ukrainiennes sur leur territoire parce qu'il y a eu l'offensive de Kharkiv, il n'y a pas eu de problème. Quand les Ukrainiens abattent des avions de chasse russes et des hélicoptères russes au-dessus du territoire russe avec les patriotes, il n'y a pas de problème. Donc cette décision, je ne comprends même pas qu'on puisse encore se poser la question. Est-ce qu'on ne sous-estime pas la part de dialogue qu'ils ont entre eux? Souvent, les Américains téléphonent aux Russes. Il faut rappeler, on fait des comparaisons avec la Seconde Guerre mondiale, mais on n'imagine pas Churchill appelant Hitler pour lui dire, écoute, voilà, on en est là, qu'est-ce que tu en penses, quelle sera ta réaction? Donc, en réalité, ou Roosevelt, oui. Churchill appelait Roosevelt, oui, pardon, Churchill appelait Hitler. Est-ce qu'on est là dans une situation où, en fait, ils continuent à se parler, effectivement, dans une certaine mesure, et même de calibrer un peu entre eux? Peut-être, c'est peut-être une des clés, mais moi, je suis un peu comme Guillaume, je crois beaucoup aux problèmes de politique intérieure américain. Les Américains, aujourd'hui, ils sont en période préélectorale, ils n'ont pas la main. Ils sont préoccupés par leurs affaires. Alors, ça se débloquera peut-être après novembre, ou pas, parce que si c'est Trump, ça sera autre chose. Mais pour le moment, ils sont sur autre chose, et c'est certainement pas la priorité des Américains actuellement. Ouais, merci à tous d'avoir été avec nous. Merci Jean-Baptiste d'être venu témoigner à visage découvert sur ce plateau. Merci beaucoup.